Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG. 3 possibilités pour réagir à nos sujets. GG au 87 600 ou au fait le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur notre site internet www.espacefmguinée.info ou vous allez sur Twitter hashtag espace GG. Et derrière, nous ferons le devoir de relayer vos réactions ici dans cette émission et qui vont défiler le soir à la télévision. Vous êtes un peu partout à travers le territoire national. Vous nous écoutez dans les différentes régions à travers nos antennes régionales. Du côté de Cancan, c'est 99.7 à modulation des fréquences, à Bokeh, mais aussi au Fouta et dans toute la région forestière. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Merci de rejoindre l'équipe. Tamba Zakari Milimono, bonjour. Bonjour Aboubakar. Bonjour à vous, à tous. Madame So Moussa Iroba. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Bien, pour commencer, c'est pas passé inaperçu, gouvernance Alpha Condé, de nouveaux conseillers nommés à la présidence de la République, Madame Hiro. Écoutez, je pense que c'est pas une première de voir que des personnes qui généralement sortent du gouvernement sont rappelées du côté de la présidence de la République. Moi, en fait, c'est une ritournelle. Moi, je ne sais pas pourquoi on parle du sujet parce que ça n'a aucune importance en quelque sorte pour les Guinéens. Non, mais ça n'a aucune importance. C'est très grave, hein. Comment ça? C'est très grave ce qui se Comment passe. ça? Non, mais c'est la même chose, c'est une ritournelle, on fait la même chose tout le temps. La présidence est devenue un garage, Aboubakar, et c'est dommage pour la Guinée. Mais on le fait tout le temps, on refait la même chose. Les gens, quand ils nous écoutent le matin, ils disent ils ont commencé encore. Laissez-les chanter, laissez-les parler. C'est ce qu'on fait au quotidien. Les gens ne s'inquiètent même pas du bien-être des Guinéens. C'est comme si on est obligé de reprendre les mêmes personnes à chaque fois. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce qu'on a un problème de conscience par rapport à ces personnes? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi faut-il tout le temps les rappeler là-bas? Est-ce que c'est les seuls Guinéens qui sont habilités à travailler à la présidence de la République ou bien à travailler dans un département ministériel? Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi tout le temps? Une autre question, mais vous connaissez le nombre de conseillers à la présidence? Non, mais c'est une ribambelle, on ne connaît même pas le nombre des conseillers qui servent à quoi? Ils conseillent dans quel domaine? Quelquefois, vous avez même des chevauchements entre des départements ministériels et des postes de conseillers à la présidence de la République, ce qui crée des problèmes, des conflits de compétences. En réalité, il y a 2 gouvernements. Il y a 2 gouvernements en quelque sorte. Ouais. Mais pourquoi on fait cela? Pourquoi cette façon de créer des opportunités de détournement, des opportunités de bouffer de l'argent du contribuable guinéen, alors qu'on a des problèmes? On a des problèmes de justice, on a des problèmes d'éducation, on a des problèmes de santé publique, on a des problèmes d'infrastructures routières. Pourquoi alors que dans d'autres pays, on essaie de réduire le nombre de personnes dans le gouvernement, que ce soit du côté à côté du président de la République ou même dans les départements ministériels. Ici, la liste ne fait que s'allonger. Quand on enlève quelqu'un d'un département ministériel, il faut forcément qu'on le rappelle là-bas. Et on sait qu'il y a des dépenses derrière. Mais qui porte tout ce fardeau-là, c'est le peuple de Guinée. Finalement, il n'y a que Oumou Kamara et Kaokare et Abdoul Kabele qui ne sont pas repris. Écoute, Aboubakar Diallo, personnellement, je suis très heureux de voir certains noms revenir à la présidence de la République, revenir dans le service public au plus haut niveau. Comment ça? C'est Damantan Albert Camara et le ministre de la Santé. Oui. Ce sont quand même des cadres qui peuvent apporter quelque chose. Oui. Mais Rachid Ndiaye... Le problème, Tamba, c'est pas leur place. Je vais y venir. Abdourahmane il n'est pas fait pour aller au garage. Je vais y venir. Aboubakar Diallo. Aboubakar. Il y a quelque chose d'important à ne pas perdre de vue. On a déjà suffisamment ergoté sur le rendu de ces ministres-là. Une chose qui est faite, elle est faite. Désormais, il faut voir devant. Vous le disiez tantôt. Si vous voulez, si la brouille, le brouillon du système peut permettre que certains cadres reviennent dans le système pour apporter quelque chose de bon, à mon avis, il faut s'en réjouir. Tu as parlé de deux gouvernements. Si ce gouvernement de Sékou Touré peut apporter quelque chose d'innovant,
comme un Albert Damantan Camara. Qu'est-ce qu'il a apporté depuis que le président est là? Ils sont là depuis 2010. Mais on parle de cadre, Moussaïro. On parle de cadre. Oui, mais ces gens autour. Mais je vais vous dire, ces cadres de la. Sa question est très importante. Parce qu'on sait d'habitude comment ça fonctionne. Quand ils sont reversés là au niveau de la présidence de la République, c'est pour la plupart du temps. Attendez simplement. Laisse-moi placer ça. Pour la plupart du temps, c'est pour tourner le pouce. Ils font pas grand chose. Je peux vous poser une question bien simple. Sauf que hier on a précisé que des lettres de mission précises vont leur être confiées, mais tout ça franchement c'est une grosse fumée, hein. C'est de la poudre dans nos yeux. Je vais vous dire une chose. Ce gouvernement dont on parle, il y a eu des cadres, parce qu'on parle de personnalité, on parle de personnes de caractère. Tibou Camara fait partie, il a longtemps fait partie de la galaxie présidentielle. Dans le système, la nomenclature gouvernementale normale, il n'y était pas. Mais on le prend, on en fait le conseiller personnel du président de la République. Mais vous avez vu ce que ce monsieur a pu apporter une fois auprès du président de la République. À mon avis, c'est moins une question, aujourd'hui en tout cas, parce que le système, si vous voulez, l'establishment en termes d'institution, ça n'existe pas. Il y a comme un ministre chargé des affaires présidentielles, il y a eu le haut représentant du président de la République, tout ça on en a ri. D'un point de vue de la nomenclature, on comprend bien qu'il y a du désordre. Mais dans les faits, il y a des cadres qui ont bien rendu service à cet État. Tibou Camara en est la preuve la plus palpable, la plus visible. Je pense personnellement que Damantan et le ministre Abdourahmane, s'ils sont auprès du président de la République dans des domaines où ils savent se retrouver, je pense qu'ils peuvent donner du bon conseil. Si, bien entendu, le président de la République veut les écouter. Pourquoi les avoir sortis du gouvernement? Pourquoi les avoir sortis? C'est plutôt à M. Alpha Condé qu'il faut poser la question. On a parlé de ses motivations politiques. Chaque fois qu'il doit nommer quelqu'un, on en a parlé. Mais Aboubacar Diallo, c'est la réponse c'est une réponse qui est la sienne. Mais pour l'instant, et c'est mon opinion, je suis plutôt heureux, mais très heureux, que Damantan et le ministre Abdourahmane reviennent dans le système. Une fois encore. Je ne comprends pas cette attitude-là ce matin. La vérité, normalement, à propos d'Abdourahmane Diallo, c'était plutôt Nyako Ilama qui devrait se retrouver à la présidence. Aboubacar, et non l'inverse. Et si ce gouvernement... C'est le garage, c'est le grand garage. Aboubacar, je ne vous comprends pas ce matin. Oui. Depuis plusieurs années dans ce studio, on dit que ce deuxième gouvernement est plus fort que le gouvernement normal. Mais on a toujours dit ça dans ce studio. Oui, parce qu'il empiète. Absolument. Sur les prérogatives du gouvernement normal. Je ne suis pas d'accord avec le fait que ce qui se doit n'est pas respecté dans le pays. Je ne suis pas d'accord avec cela. Mais depuis 7 ans, c'est le même système que nous critiquons et ça n'a jamais fonctionné. Alpha Condé ne nous a jamais écoutés. Si pour une fois, il y a des cadres qui peuvent changer la donne, pourquoi ne pas s'en réjouir? Moi, je m'en réjouis et j'espère vraiment que M. Alpha Condé voudra les écouter parce que s'il les écoute, il y aura de nouvelles choses qui sortiront. Bien, allez-y Ahmed. Bonjour d'abord. Bonjour Ahmed. Écoutez, sincèrement, c'est clair que je ne vais pas jubiler, mais je trouvais injuste de ne pas voir à la gestion de la chose publique un monsieur comme Damantan pour moi qui a fait beaucoup pour l'éducation technique ici en Guinée et le ministre de la Santé. Qu'on a donc allé à ce poste. Alors moi, de toutes les façons, le président est le seul à savoir pourquoi il l'a fait. Si j'ai un conseil peut-être à donner à ces ministres, c'est quoi exactement? S'ils ont un autre point de chute, par exemple dans une institution et qu'ils sont capables de faire valoir leurs compétences ailleurs, pour moi, ça ne sert à rien de perdre leur temps au niveau de la présidence. Ils peuvent vraiment appuyer sur l'accélérateur et partir pour faire leur vie tranquillement. Mais si aussi il y a une possibilité pour eux, le président, et que si consciemment il les laisse la main libre pour travailler, je sais que, comme Tamba l'a dit aussi, autour de lui, comme Tibou l'a fait, je pense qu'ils pourront aussi le faire comme d'autres conseillers aussi l'ont fait. C'est vrai que ceux qui sont autour du président de la République aussi, il y a une certaine question d'affirmation. Si vous affirmez, parfois ça peut passer. Si vous n'affirmez pas, ça ne passe pas. Tout poste ou toute entité qu'on confie à une personne, il faut que la personne soit aussi à la hauteur. Mais si elle n'est pas à la hauteur, elle contribuera tout simplement à étouffer ce poste. L'illustration parfaite, on a vu au ministère de la Pêche. C'est clair qu'on a un ministre de la Pêche, mais les plus grandes décisions concernant la pêche, c'est le ministre conseiller. Le ministre conseiller et le président de la République. On sait comment ça se passe. Donc je pense qu'ils ont aussi leur mot à dire. Si évidemment le président les laisse la main libre, mais en tout cas à leur place, s'ils ont une possibilité de faire valoir leurs compétences ailleurs, ils peuvent partir. Allez-y, madame. C'est là justement le problème. C'est pas tout le monde qui a le charisme
de Tibou Camara, qui ose dire la vérité, de regarder le président dans les yeux, lui dire la vérité en face, lui dire ce qui pourrait être avantageux pour la Guinée et qui pourrait être quelque chose, une lumière pour son mandat. C'est pas tout le monde. Il y en a qui préfèrent se taire là-dessus. Damantan n'a pas ce courage. Écoutez, ce que je voudrais dire. Albert Damantan je ne suis pas contre. Je sais que Damantan, c'est quand même un cadre qui est pétri en la matière, qui a de l'expérience, qui a prouvé de quoi il est capable à ce poste-là. Moi, ce qui me fait un peu mal, c'est de savoir que quelqu'un a la compétence requise pour diriger un département. On a vu par exemple le centre de formation Flambant Neuf, qui n'est même pas encore inauguré, qui est quand même un peu l'œuvre due au leadership de Damantan. C'est grâce à ça. Mais généralement, on prend les gens, on les amène là-bas. On a vu ce ministre conseiller à la pêche qui piétinait un peu les activités du ministère de la pêche ici, qui empêchait en quelque sorte que les choses se passent bien. Si vous savez que quelqu'un a une compétence requise dans un domaine bien déterminé, utilisez-le dans ce domaine-là, pas juste parce que oui, vous avez un problème de conscience, il faut le ramener de l'autre côté. Je vous dis, M. Abdourahmane Diallo, il a initié tellement de réformes dans le domaine de la santé, il y a eu tellement de fonds qui ont été engrangés, notamment il y a eu des centres de santé. C'est vrai qu'il y a des problèmes dans le domaine de la santé, mais le monsieur a du leadership, il initie des projets, mais vous les prenez, vous les envoyez là-bas. C'est pas, on connaît le président Alpha Condé, c'est pas tout le monde. On a l'impression, moi je me demande toujours comment Tibou fait pour réussir quand même, pour à lui faire changer d'idée quelquefois. C'est pas tout le monde qui a son charisme. J'espère que les deux là, il va les mettre dans des domaines qui permettront vraiment d'aider la Guinée. C'est ça le problème. C'est pas dans le même domaine d'intervention. C'est pas dans le même champ. Justement, c'est pas dans le même champ d'action. Est-ce qu'il va les mettre à l'endroit qu'il faut, ou bien c'est juste pour les envoyer au garage comme on a l'habitude de le faire? C'est ce qui serait à déplorer parce que ce serait du gaspillage. Merci Madame Biro. Allez-y Antoine, bonjour. Bonjour Abakar. Bien. L'impression que l'on a, c'est que les conseillers nommés, certains sont utiles, d'autres ne le sont pas du tout. Certains, selon ce que je constate, sont nommés en fonction de l'intérêt qu'ils apportent au président. Soit au président les nomme parce qu'il veut s'en débarrasser. On a vu le cas de Papa Koli Kourouma qui jusque-là est encore ministre conseiller à la présidence. Et en son temps, il n'avait aucun bureau à la présidence. Et la plupart de ses conseillers n'ont pas de bureau. Mais si, il avait un bureau à la présidence. Il n'avait pas de bureau à la présidence, ça je vous le dis. Mais il n'avait pas de bureau à la présidence. Et la plupart des conseillers nommés à la présidence je suis allé voir, n'ont pas de bureau. Ceux-là qui ont des bureaux, il avait son bureau. Ceux-là qui ont des bureaux, ce sont ceux qui ont de l'intérêt. Les grandes gueules. Et beaucoup de ceux-là qu'on nomme, c'est pour ne pas qu'ils partent ailleurs. C'est pour que le président apparemment a des regrets lorsqu'il fait débarquer un ministre. On a comme l'impression que Alpha Condé, il vous débarque, mais par après, il se rend compte qu'il a commis une erreur, il n'aurait pas dû le faire. Il vous fait appel tout de suite. Et donc, à mon avis, il y aurait un bicéphalisme qui sera créé à la tête de l'État. Au niveau de la présidence, un gouvernement bis, et au niveau du gouvernement, on aura des ministres qui parfois se verront représentés auprès d'Alpha Condé. Et donc, des projets qu'ils porteront auront du mal à passer parce qu'il y aura des personnes qui pourront piétiner lorsque ça ne les arrange pas du tout. Et donc, j'estime que le président, au lieu de faire débarquer un ministre du gouvernement, lorsque vous sentez qu'il est compétent, c'est important de le maintenir à son poste, au lieu de l'enlever du gouvernement et par après le faire appel à la présidence. Il y a eu trop de conseillers à la présidence, trop de ministres conseillers qui finalement, je me demande c'est quoi leur rôle à la fin du compte, parce que la plupart d'entre eux ne jouent aucun rôle à la présidence, si ce n'est errer de ce côté. Bien, allez-y Moussa, bonjour. Bonjour Baka. Bienvenue. Merci. Sur la même question, moi j'estime que rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne dans ce sens que nous sommes encore en Guinée. Je pensais me réveiller ce matin et me retrouver du côté de Las Palmas. Mais je me rends bien compte avec les embouteillages qui m'ont dit bonjour et les déchets du côté de la transversale 2. Je me suis dit, tiens, je suis au pays d'Alpha Condé. Donc ça ne m'étonne pas. Lorsque j'ai vu tout cela hier, je me suis dit, mais nous sommes dans une sorte de fidélité au régime. Le régime est fidèle à lui-même, le président Alpha Condé est fidèle à ses propres méthodes. Donc on ne doit pas, je pense, on ne doit pas s'en alarmer, on doit faire économie de notre énergie pour repenser à autre chose. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'il doit reprendre aussi Kaoukare, Oumou Kamara et Abdul Kabel. Mais pourquoi pas? Oui, mais pourquoi pas? Essayons. Il faut reprendre tout le monde. Non, je suis désolé. Mais si. Je suis désolé. Je vais vous dire une chose. D'abord, pour le cas d'Abdraman. Attendez, on va s'écouter les gars. Rachid Dia, il parle français. Non mais
Bien. Mais Rachid Ndiaye, il parle français. Mais il était auprès du président déjà. Mais il parle français. Quel va être son rôle? Mais pourquoi quel va être son rôle? Non. Quel va être son rôle? L'ex-ministre de l'Environnement, quel va être son rôle? Alors qu'il y avait un précédent conseiller, il y a déjà, je vous rappelle, il y a déjà un conseiller à l'environnement auprès du président. Et c'est pourquoi vous n'avez pas, vu que vous n'avez pas les questions, les réponses à ces questions-là, vous n'avez pas non plus le droit d'exiger que M. Kaokari... Non, mais il faut reprendre tout le monde. Non, Abakar, là, je ne suis pas d'accord. Mais c'est la cour du roi Péto. Il a le choix de qui il veut se mettre auprès de lui. Bien, allez-y. Il y a certes un ministre conseiller à la pêche, mais il n'est pas le seul à donner des conseils au chef de l'État dans le domaine de la pêche. Il y a beaucoup d'autres personnes auprès du chef de l'État, à la présidence là-bas, qui sont frappés par ce titre de conseiller sur les questions de pêche auprès du président de la République. Donc, même si Rachid Ndiaye, même si cette dame de l'environnement revient sur les questions environnementales, il peut y avoir encore d'autres personnes qui, dans le même domaine, interviennent parce que c'est fait à dessein. Cette profusion de conseillers nuit gravement sur le rendement qu'on voudrait atteindre. Voilà, parce que tout simplement, c'est pas parce que la plupart d'entre eux sont incompétents, mais lorsque vous venez dans une sorte de dédale de conseillers à n'en pas fini, et bien finalement, celui qui écoute les conseils ne saura pas prendre sa propre décision parce qu'il entend de tout, de 1000 couleurs, et donc il a du mal à forger sa propre opinion. Donc du coup, il ne peut pas s'en sortir. Mais nous sommes un petit pays avec une petite économie qui n'atteint même pas 2 milliards de dollars. Et on se permet de ne pas réfléchir à la limitation des dégâts en termes de dépenses budgétaires, mais on en fait comme si nous étions les États-Unis d'Amérique. C'est incroyable. Le cas de Abdraman Diallo, Abdraman qui vient de la santé, Damantan qui vient de l'enseignement technique. Mais ces deux ministres auraient pu servir à la tête du département technique. Exactement. Parce que tout simplement là-bas, ils sont dans une sorte de rôle de manager général. Ils peuvent impulser une nouvelle dynamique. Ils peuvent mettre en œuvre la politique qui est celle du chef de l'État dans leur domaine respectif. Mais là où ils sont allés, ce sont les GG, autrement dit, garage du gouvernement. Là-bas, ils sont allés pour être garés. Ils ne pourront pas, même s'ils ont de belles idées à donner, ces idées ne peuvent pas prospérer parce qu'autour du chef de l'État, ils ne sont pas les seuls. Donc moi j'estime qu'il va falloir que l'on comprenne à un moment donné que le président de la République a aussi envie de contenter un peu tout le monde. Et dans cette politique de contentement, il fait appel souvent à ceux qu'il a... parce que j'ai l'impression que le président Alpha Condé, c'est quelqu'un qui très vite... il est très vite atteint du syndrome de regret. C'est-à-dire il pose un acte tout de suite et la seconde d'après, il a déjà quelques regrets. Tout simplement parce qu'il a reçu soit des coups de fil venant de certains milieux de lobby qui l'appellent. Ah, mais celui que vous avez enlevé là, c'est le fils digne de notre région, le fils digne de notre village. Si vous le laissez comme ça, ben c'est pas trop sûr qu'aux prochaines élections que nous puissions être capables de vous renouveler notre confiance. Ou bien ben on dit, ah mais lui, n'oubliez pas qu'il a mouillé le maillot quand il était à la tête du département. Il a fait beaucoup de choses, c'est lui qui a payé ceci, c'est lui qui a payé cela. Ben on contribue même à encourager ces chefs de département, ces ministres-là, à faire dans la corruption. C'est pas normal. Le président de la République doit à un moment donné arrêter comme ça de nous montrer les failles de son régime. On en a assez vu. Je pense qu'il ne faut pas tuer les cadres. Damantan, lui, il avait une belle mission. Il était sur une bonne voie. Mais on l'a appelé à se mêler dans la mare jaune, à y nager, à être complètement coloré. Moi, c'est là-bas où il a commencé à perdre de son substrat de cadre véritablement technique. Mais ça, c'est la faute au ministre Damantan. Les grandes gueules. Votre compétence est reconnue, même par vos adversaires politiques. Mais restez dans ce cadre. Comment il s'appelle, Gassama Diaby, mais il est membre du gouvernement. Il fait la politique, il applique la politique du président Alpha Condé en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Mais est-ce que vous le voyez enfiler partout le foulard rouge, le foulard jaune? Damantan est une victime collatérale de la grève conduite par Souma. Attendez, oui. Avant bien cela, c'est parce qu'il avait affiché une certaine tendance politique. Si, mais pourquoi pas? Non, c'est pas faux. Il n'est pas dit
Mais prenez l'exemple encore de Gassama, c'est pas obligatoire. Ce n'est pas une obligation pour être membre du gouvernement. Je suis désolé. Certains y sont. Vous pensez que c'est ça qui lui a coûté son poste? Je pense que ça fait partie. Non, certains y sont dans Moussa, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas le dire. Abaka. Là-dessus, on ne peut pas être d'accord. D'autant que, par exemple, si tu prends le ministre Bantamasso, mais il n'y a pas quelqu'un qui s'affiche du point de vue de son appartenance présidentielle comme lui. Mais pour autant, ça ne. Je vais vous dire une chose. Abaka, faites un peu le distinguo. Faites un peu la différence. Comment il s'appelle Bantamasso, Petit Saut, c'est une autre histoire. Mais lui, c'est vraiment le coursier. On ne peut pas quand même comparer quelqu'un qui a été le coursier politique du président Alpha Condé à un cadre. Quel coursier? Arrête, s'il te plaît. On raconte aussi que Damanta aussi a été le coursier d'Alpha Condé. C'est différent. Oui. Un lien avec son papa, un lien avec son père, oui. Mais lui-même, non, il enseignait là, il enseignait ici. Bien. Il a prouvé de quoi il était capable d'abord ici dans les écoles. Il a étudié où? Je dis, il a enseigné d'abord ici. Il a étudié où quand Alpha Condé était opposant? C'est un problème? Moi, j'ai étudié en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est un problème? J'ai étudié en Côte d'Ivoire. Ce que vous devez comprendre, ces cadres sont compétents. Mais je dis encore une fois, en tant que conseiller, puisqu'ils vont rejoindre une grande mare, ils ne pourront pas apporter, ils seront noyés, ils ne pourront pas apporter ce qu'ils savent mieux faire, c'est-à-dire gérer, donner des instructions. Ils n'auront aucun résultat parce qu'ils ne pourront pas être écoutés. Le président a suffisamment de bouche de conseiller autour de ces deux oreilles. Merci. Allez-y. Alors, j'ai bien aimé les débuts du raisonnement de Moussa Moïse, mais l'allusion, la comparaison à Gassama Diaby, à mon avis, elle n'a pas lieu d'être. Parce que ce ministre-là, rien que la dénomination de son département l'oblige à cette impartialité qu'il a observée depuis toujours. Tout à fait. D'abord les droits de l'homme, ensuite il se retrouve à la citoyenneté, au civisme, à l'unité nationale. Il est impératif pour lui de ne pas prendre parti. Mais le ministre Albert Damantan Camara, au-delà du département technique qu'il dirigeait, c'est quand même le porte-parole du gouvernement. La position du gouvernement, elle est ressentie, elle est connue par lui. C'est à travers lui qu'elle s'exprimait. Ça, c'est un premier volet. Ensuite, il est tombé dans un mauvais département. Quand je parle du mauvais département, vous avez vu toutes les contraintes qu'il y a eu autour, liées non seulement au fait de la grève, parce qu'il s'agit d'un très vaste département. L'enseignement technique, il y est. Le travail, il y est. Les questions d'emploi, il y est. Vous vous imaginez bien que c'est un département, mais qui n'a rien à voir avec celui que Gassama Diaby a conduit toujours. Et moi, je garde la conviction que si le deuxième gouvernement, ce gouvernement des conseillers, est toujours, d'ailleurs c'est un fait, s'il a toujours été plus fort que le gouvernement traditionnel, il y a quand même à se réjouir que l'on puisse y retrouver des gens qui ont la capacité de se démarquer et d'apporter un propos qui tienne la route, tel que Tibou Camara, il l'a fait depuis toujours. Il faut probablement inviter M. Damantan Camara et également le ministre Abdourahmane Diallo à avoir la tête sur les épaules, comme on dit, à faire comme Tibou Camara l'a fait pour se démarquer, au point qu'il entre dans la conscience et dans la mentalité, donc la conscience collective du Guinéen. Cela pourrait permettre justement de faire avancer les choses. Tama. Et ce n'est que mon regard. Bien, pour clore, Moussa a dit quelque chose une fois dans Lansana Kouyaté. Il a dit, quand on est conseiller, quand on ne vous demande pas, vous la fermez. Ça veut tout dire. Bien, ça veut tout dire. Madame Yoro, on s'intéresse à présent au dossier du 28 septembre. Les victimes exigent la comparution de Moussa Dadis Camara et de Sekouba Konaté. Bon, hier, on a suivi cette conférence du pool d'avocats des parents des victimes du 28 septembre qui exigeait donc la comparution de ces deux personnalités dont vous avez parlé, qui étaient quand même au cœur de la transition, dont l'un était le président et l'autre le ministre de la Défense. Les grandes gueules. Vous vous souvenez, mi-avril, il y a déjà un comité qui a été mis en place, un comité de pilotage qui devrait faire en sorte d'organiser ce procès, rechercher le financement et mettre tout en œuvre pour la protection des avocats. Donc on estimait que c'est une avancée, notamment dans l'organisation du procès. Mais la situation bloque à quel niveau? Aujourd'hui, les avocats des victimes exigent, parce qu'on s'interroge, les gens s'interrogent sur le refus notamment de la venue du capitaine Dadis Camara ici en Guinée, parce qu'on l'a écouté sur les antennes. Le capitaine Dadis Camara lui-même voudrait rentrer en Guinée pour être écouté sur le dossier 28 septembre. Oui. Alors notamment, il y a une intervention qui m'a marqué, celle de maître Bachir Bari, l'un des avocats, qui estime
qu'il y a des gens en Guinée qui ne voudraient pas que le capitaine Dadis et le général Sekouba Konaté puissent s'exprimer sur ce dossier parce que ces personnes se sentiraient concernées. Il a été plus loin en disant que, vous vous souvenez, à la veille des événements du 28 septembre, le capitaine Dadis était du côté de l'Abbé avec le général Sekouba Konaté. Ils sont rentrés le 27 et la même nuit, le général Sekouba Konaté a demandé à partir du côté de Zérékoré. Alors, selon les informations qu'il a données, bien entendu, après les recherches, les enquêtes qu'ils ont menées, que le général Sekouba Konaté, le capitaine Dadis ne voulait pas ce jour-là que le général parte à Zérékoré, mais il a insisté, il a tout fait, il est parti de ce côté. Selon lui, c'était un alibi pour ne pas que les événements du 28 septembre le trouvent ici à Conakry. À cause de cela, il estime que le général Sekouba Konaté devrait être écouté parce qu'ils ont mis en place 2 commissions rogatoires pour aller écouter le général Sekouba Konaté. Les 2 commissions, selon eux, ont été bloquées. Alors, ils s'interrogent, ils se demandent ce qui se passe. Pourquoi on ne veut pas que ces 2 personnalités puissent, notamment venir répondre à la justice guinéenne? Est-ce qu'on cacherait quelque chose? Parce que selon eux, si ces 2 personnes ne sont pas écoutées, le dossier ne serait pas complet, le procès ne serait pas complet parce qu'il y aurait 2 éléments clés qui manqueraient. Qui manquerait à l'appel. Parce que, imaginez quand même, c'était le capitaine Dadis à la tête de la Guinée en ce moment. Un procès, le procès du 28 septembre, les massacres du 28 septembre ne peuvent pas se passer sans qu'on l'ait entendu, sans qu'il ne comparaisse réellement. C'est la grosse question qui se pose, d'autant plus que Toumba Diakité est détenu ici à la maison centrale de Conakry. Bien, allez-y Ahmed. Ce que je sais, c'est que le capitaine Dadis a été interrogé sur la question du 28 septembre. Et je pense aussi que le général Sekouba Konaté a été interrogé. Moi, la question que je me pose, qui a dit à ces magistrats que ces 2-là ne vont pas répondre de leurs actes devant la justice? Ils vont répondre. C'est une obligation. Moi, je n'ai même pas envie de tarder sur cette question parce que j'ai vraiment envie de laisser la justice aller tranquillement. Le moment viendra où ce sera une obligation que ces 2 messieurs se présentent à la justice et qui donnent leur part de vérité. Donc moi, pour l'instant, je pense qu'il y a un début de procès qui se profile déjà. Je veux qu'on aille dans ce sens, qu'on engage les hostilités entre les avocats de la défense et les avocats de la partie civile, tout ça, et que les débats commencent. Mais Dujean a dit dès le début. Vous semblez être trop sûr de la venue de ces 2, Ahmed. Ce n'est pas aussi simple. Aboubacar. Ce n'est pas aussi simple. Non, j'ai pas dit que c'est simple, j'ai pas dit que c'est pas simple. Je dis tout simplement que pour moi c'est basique. Je trouve que c'est basique en matière de droit. Je ne suis pas spécialiste en droit, mais je trouve que pour moi c'est une question sur laquelle j'ai vraiment pas envie trop de tarder parce que c'est clair et net que quand on va démarrer ces procès, obligatoirement à un moment donné, à un moment ou à un autre, il va falloir le témoignage du général Konaté, il va falloir qu'on ait le témoignage de Moussa Dadis Camara. Là, en ce moment, on verra ce que la justice va faire. En ce moment, on verra ce que la justice va faire. Là, on saura aussi quelle est vraiment l'intention du gouvernement face à la gestion de ce problème. Donc, pour moi, le débat ne devrait pas se poser pour l'instant. Il y a beaucoup de travaux qui ont été déjà menés. Des avocats sont allés interroger, comme je l'ai dit, ces 2 personnes. Commençons le procès. Déjà, pour moi, c'est le plus important. Et puis après, le reste, ça va suivre. Bien. Allez-y, Antoine. Il y a déjà une question qui se pose par rapport au fait que Dadis et Sekouba soient à l'étranger. C'est évident qu'ils sont en exil. Et cela, ce n'est plus à nier. Mais la question, c'est les conditions de leur retour. Comment vont-ils revenir en Guinée? Sekouba Konaté, on le sait, quand il a quitté le pouvoir en 2010, on sait comment il est reparti à l'étranger. On sait dans quelles conditions il y est. Et on sait par moments les cris de cœur qu'il a émis par rapport à des révélations qu'il avait envie de faire. Dadis Camara a émis le choix de revenir en Guinée. Nous savons tous quelles ont été les péripéties auxquelles il a été confronté et comment est-ce que les 2 vols dans lesquels il est monté pour revenir à Conakry ont été pas détournés, mais ont rebroussé chemin. Et on se souvient tous de ce qui s'est passé à Abidjan lorsque Dadis est arrivé à l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny, lorsque l'avion a été maintenu en l'air parce que l'ambassadrice Olga ne voulait pas que l'avion atterrisse à l'aéroport. Et donc, on se dit que Dadis, qui veut revenir au pays, mais il y a des personnes qui ne veulent pas qu'il vienne. Pourquoi, justement? C'est la grosse question. Dadis était venu en Guinée dans le cadre des obsèques de sa maman. On sait dans quelles conditions il a été accueilli du côté de la forêt. Et donc, la question qui se pose, ce sont les mesures sécuritaires par rapport à la venue de ces 2. Est-ce que la Guinée est capable d'assurer la sécurité
sécurité de Dadis Camara et de Sekouba Konaté. Surtout qu'on sait que ces deux personnes ont des attaches encore dans l'armée. Est-ce que le pouvoir en place a intérêt à ce que Sekouba Konaté revienne quand on sait dans quelles conditions... C'est ça la bonne question, Antoine, justement. Quand on sait dans quelles conditions les personnes qui lui étaient proches ont passé de sales moments en Guinée. Je pense à nous, Thiam, également à l'autre qui est mort par après. Djabi, colonel Djabi. Pas Djabi. De Gaulle, on sait dans quelles conditions il est mort. Tous ceux-ci étaient proches de Sekouba Konaté. Et donc, il y a des questions qui se posent. Est-ce que Dadis, en revenant en Guinée, aura une sécurité digne de nom? Est-ce que Sekouba va bénéficier des mêmes choses? Et donc, aujourd'hui, j'attends de voir ce que va faire ce comité de pilotage. Mais à mon avis... c'est pas une question simple, franchement. Allez-y, Moussa. Il ne faudrait pas aussi oublier l'aspect fondamental de ce procès qui concerne le blé, l'argent. Parce que beaucoup de magistrats l'ont dit, beaucoup de juges l'ont dit, il n'y a pas encore des moyens pour pouvoir mener à bon port ce procès. C'est la Guinée qui l'organise. La Guinée veut faire de ce procès une question de souveraineté nationale, donc avec ses propres fonds. Donc du coup, si ça traîne de l'autre côté et que les magistrats, les juges ne peuvent pas jouer leur rôle, il va sans dire que le procès va encore être reporté au calendrier grec. Donc ça a été dit déjà. Il l'a même dit que c'est ce comité de pilotage qui est chargé d'aller à la recherche du financement. C'est grave. Donc c'est pas pour demain là. Moi j'ai une inquiétude. J'avais dit qu'il ne faudrait pas qu'on fasse de Toumba Diakité lorsqu'on l'avait arrêté l'Ebola du 28 septembre. Qu'on mette tout sur sa tête. Ce monsieur a été pris. Ça a créé tout le tollé que ça a créé. On a bien vite compris que le gouvernement voulait duper tout le peuple parce que beaucoup d'entre nous savaient déjà où Toumba Diakité se trouvait. Il se cachait. Quand il est rentré, on a pensé que ça allait... Non, il n'était pas du tout caché. Parce qu'on a eu beaucoup d'informations par après. On a été à Dakar, on a fouillé, on a vu. Mais il y a trop de choses. Peut-être on aura l'occasion... Mais il vivait caché quand même. Il ne vivait pas caché. Il ne vivait pas caché. Il ne vivait pas caché. Bien, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Il ne vivait pas caché. Alors, ce que je souhaite dire, c'est que ce monsieur a été arrêté. Vous savez, si on avait vraiment l'intention d'essuyer les larmes de ces victimes, de ces femmes victimes, de ces personnes qui ont été tuées, de ces associations des victimes du 28 septembre, dès l'arrestation de Toumba Diakité, on aurait donné un coup d'accélérateur à ce procès. Mais ça n'a pas été fait. Le monsieur sommeille là-bas avec toutes les contraintes liées à sa santé, toutes les contraintes liées à sa sécurité et tout. Il est là-bas. Il ne demande qu'une seule chose, que ce procès se tienne et qu'il parle. Mais si ça va de façon aussi lente, j'aurais l'impression qu'il y a des personnes perchées à de hauts postes de responsabilité qui n'ont pas envie que ce procès se tienne. Tenez, vous n'avez pas une implication directe, supposons, ou indirecte dans ce procès, mais vous étiez aux affaires au temps de la junte. Et on parle du 28 septembre où il y a eu quand même des morts, des viols. Et ce procès doit se tenir alors que vous tenez encore les commandes de la gestion publique. À votre place, qu'est-ce qu'on ferait? Vous allez tout faire pour ne pas que ce procès puisse aller très vite. Parce que vous ne savez pas si votre nom peut être cité. Quelle tournure ça peut prendre? Quelle tournure ça peut prendre. Donc, on ne peut pas être aux affaires et en même temps vouloir donner un coup de diligence à la tenue de ce procès. C'est pas possible. Donc, ce sont deux choses contradictoires. Le chef de l'État doit se décider, soit il décide que ce procès se tienne avant 2020, parce que ma crainte c'est cela, c'est qu'on puisse rapprocher les dates et qu'à l'approche de 2020, on essaie d'organiser le moyen sorte rapidement, comme par enchantement, qu'on mette en place des commissions et qu'on dise, tenez, c'est une question de souveraineté. Ce procès, il y a eu plus de 100 morts. Il faudrait que ça se tienne d'abord, les questions des élections après. De toutes les façons, sur cette question, je ne suis pas d'accord avec Moussa, parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que ce procès ne se tiendra pas sous le régime d'Alpha Condé. Finalement. Non, ça je suis convaincu de cela. En 2020, je sais que Alpha Condé, ça en est terminé pour ses 2 mandats. Il va partir, il n'organisera pas ce procès pendant qu'il est là. Parce que, comme on l'a dit... Mais quoi qu'il arrive, ça se tiendra un jour ou l'autre. Oui, ça se tiendra, mais pour l'instant, je suis convaincu
que le pouvoir d'Alpha Condé n'organisera pas ce procès. Oui, je le dis parce que je sais pourquoi je le dis. On est déjà en bonne voie. Non, vous avez écoutez. Avec le comité de pilotage déjà, c'est une bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle, ça c'est la bonne nouvelle. Maintenant, la bonne nouvelle est couronnée par quoi? Par l'argent. Est-ce qu'on a l'argent? On n'a pas l'argent. On peut avoir les bonnes volontés, s'il vous plaît. On peut avoir les bonnes volontés, mais si on n'a pas l'argent, ça devient très compliqué. Et je vous ai dit que c'est vraiment basique pour moi de m'interroger sur le fait que Sekouba Konaté doit venir ou le capitaine Dadis doit venir pour ce procès en Guinée. Il a signalé un aspect très important, c'est la question sécuritaire. S'il doit venir, il faut quand même garantir la sécurité. Est-ce que ce pouvoir aujourd'hui en a les capacités ou ce pouvoir veut la volonté. La volonté. Exactement. La volonté, parce que c'est cela. Parce que ça demande beaucoup de choses. La question d'un retour de Sekouba Konaté en Guinée pour ce procès, la question d'un retour de Dadis Camara en Guinée pour ce procès, mon frère, c'est une question de sécurité, même pas guinéenne, mais de sécurité sous-régionale. Parce que ça en appelle à beaucoup de choses que vous ne savez pas. Bien. On a vu quand Dadis voulait venir juste pour ses enterrements, on a vu tout ce qui s'est passé. À plus forte raison que ces gens viennent ici, en Guinée, et s'il le faut même à Conakry ici, qui se retrouvent tous ici, je pense que finalement, la machine administrative va se bloquer. Ouais. Tout sera braqué sur eux. Et je pense que c'est là où finalement tout va s'arrêter. C'est pas une mince affaire à gérer. Allez-y, Antoine, vous voulez rajouter quelque chose? Juste en quelques mots, revenant sur le cas d'Adis. Je me rappelle encore de ce déplacement des juges guinéens qui avaient été à Dakar pour l'interroger. Rappelez-vous de la visite de Fatou Bensouda en Guinée, ce qui avait précipité l'audition d'Adis Camara à Ouagadougou. Ça coïncidait à notre venue à l'époque avec Moussa Moïsila pour interviewer Dadis Camara. Mais à l'époque, tout était calé pour que Dadis soit interviewé par nous. Mais par après, au regard des conditions dans lesquelles il avait été auditionné par les juges et tout cela, mais on nous a appris que Dadis était déboussolé. Son avocat nous a appris que Dadis, à la sortie de son audition qui a duré 10 heures de temps, il ne pouvait plus se prêter aux questions des journalistes et tout cela. Et donc, cela m'a amené à penser que c'est une affaire qui n'est pas à banaliser. Souvenez-vous quand je parle banaliser, c'est par rapport... Le moment que tu as compris que ce n'était pas à banaliser. C'est important depuis parce que... le départ, ce n'était pas un fait à banaliser, Antoine Kourma. Au regard de l'attitude des autorités, on a eu comme l'impression qu'on voulait banaliser... Les grandes gueules. Fatou Bensouda, lorsqu'elle est venue en Guinée, ça nous a surpris que Dadis, dont on connaît l'endroit où il est maintenu, ça nous a surpris que Fatou Bensouda vienne en Guinée et qu'on précipite son audition. On aurait pu le faire bien avant. Et donc l'impression que beaucoup ont eue, c'était si comme le pouvoir en place, c'était lui qui faisait venir la CPI en Guinée et c'était lui qui pistonnait l'audition d'Adis Camara. Merci. Allez-y, Zach. Alors je veux simplement dire deux choses. La première, c'est une expérience que j'ai vécue. Aller sur le plateau de ton homonyme, Aboubacar Camara de la RTG, j'avais en face le Premier ministre et j'avais justement posé la question à la fois d'un procès pour Dadis Camara sur lequel on a tiré, qui peine à s'ouvrir, et aussi pour le dossier du 28 septembre. Le Premier ministre avait répondu, Mamadi Youla à l'époque avait répondu tout simplement que c'était une question de justice, le gouvernement n'avait pas à s'y mêler. Et je lui rétorquais justement que la politique du gouvernement guinéen en matière de justice était développée par ce gouvernement, de l'État guinéen en matière de justice, était portée par un gouvernement et il en était le chef. Pour ainsi vous dire qu'il n'y a pas eu de volonté politique depuis le départ pour organiser cela. Une des raisons pour lesquelles la Cour pénale internationale peut se saisir d'un dossier judiciaire tel celui que nous avons, celui du 28 septembre, c'est lorsqu'il est établi que l'État concerné n'a pas les moyens de mettre en œuvre toute la justice. Or, nous sommes dans un tel cas de figure, sauf que le gouvernement guinéen, dans cette sorte d'obsession souverainiste, continue à dire qu'il va organiser lui-même ce procès-là, mais on voit bien qu'il n'y a pas de volonté politique. Sinon, comment comprendre que malgré la disponibilité de bailleurs de fonds pour accompagner l'État guinéen aux dernières échéances électorales, le gouvernement a dit que lui-même financerait ses propres élections, mais au-delà de cela, il l'a fait. Le montant lié à l'organisation des élections en République de Guinée a été déboursé donc de nos caisses. Pourquoi ne pas avoir une telle volonté de cas? C'est quand même depuis que le président de la République il est là. Depuis que le président de la République, on aurait pu s'organiser pour mettre en œuvre tout le procès et permettre de donner les réponses que les victimes et les parents des victimes demandent. Jusqu'à ce jour, ce n'est pas le cas. Maintenant,
Si ce procès, on ne peut pas le tenir sous Alpha Condé, et je suis presque convaincu que c'est le cas sous Alpha Condé, qu'il ait ses 2 mandats ou qu'il tente un 3e, je suis convaincu que tant qu'il sera là, il n'y aura pas de procès qui parvienne à terme, en tout cas sous les mandatures du président de la République. Ça, c'est ma conviction intérieure. Et je dis aussi que même après Alpha Condé, s'il est établi, si nos soupçons sont avérés, c'est-à-dire que la communauté internationale y a joué très sérieusement, le cas du retour de Moussa Dadis Camara ici en Guinée en est un exemple éloquent. S'il est donc établi que la communauté internationale y a à voir, je parle là des États-Unis d'Amérique et de la France, si elles ont quelque chose à voir à l'intérieur à la fois de l'attentat qui a touché la personne du président Dadis Camara, mais également par rapport au crime lié au 28 septembre, Aboubacar Diallo, je puis dire ici, j'ose le dire, que même après Alpha Condé, il est possible qu'il n'y ait pas toute la lumière sur cette affaire du 28 septembre. Merci à vous, Tamba. La suite dans un instant. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Merci de nous regarder à la télévision du côté de Dakar, mais aussi du côté d'Abidjan. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission quand il est 22h30. Du côté du Fouta, vous nous écoutez à la radio à l'instant sur 99.7 en modulation de fréquence. Merci donc de nous rejoindre. Dans un instant, on va s'intéresser à nos sujets. La charge du président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée, même élective. Il doit notamment cesser d'exercer toute responsabilité au sein d'un parti politique. Voici ce que stipule l'article 38 de la Constitution guinéenne. S'appuyant sur cette disposition, l'UFDG, principal parti d'opposition en Guinée, condamne avec la dernière énergie les fréquentes venues du président Alpha Condé au siège national du RPG Arc-en-Ciel. L'UFDG souhaite désormais l'implication des organisations de la société civile pour que cesse cette violation de la Constitution dont se rend coupable le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. À quelles conséquences cette violation expose-t-elle le pays? On pose la question ce matin chez les grandes gueules. Monsieur Alpha Issaga Diallo, il est secrétaire national de l'UFDG. Vous l'entendrez dans la deuxième partie de cette émission. L'éruption continue des coordinations régionales et autres organisations à base communautaire dans la vie publique en Guinée, de plus en plus mise à l'index. L'accentuation de l'influence parfois néfaste de ces structures qui surfent sur les vagues de la manipulation politique et de la trop grande propension du premier magistrat du pays à arrimer ses nominations plus sur les arbitrages communautaristes que sur le critère de la compétence inquiète la société civile guinéenne. Celle-ci veut désormais agir à inverser cette fâcheuse tendance. Comment compte-t-elle s'y prendre? On pose la question ce matin. Monsieur Lansana Diawara, directeur exécutif de la Maison des associations et ONG de Guinée, il est notre invité. On le reçoit dans la deuxième partie de cette émission. On a le temps donc d'introduire cette enquête à venir. Ministère du Commerce, un service qui est, on va dire en quelque sorte, le trésor commun de tous les cadres. Tu as désactivé tout seul ton micro. Nous parlerons donc cette semaine ou la semaine à venir de ce qu'on appelle la demande descriptive d'importation en abrégé DDI et la demande descriptive d'exportation en abrégé DDE. Bien. Vous allez en savoir plus dans les jours à venir parce que tout simplement, il faudrait dans ce pays qu'on comprenne que tout le monde n'est pas dupe. Qu'est-ce qui se passe? Non, un avant-goût. Un avant-goût, c'est qu'il y a d'importantes sommes qui ont été versées, payées par des commerçants. Et nous avons de forts soupçons, sur base bien entendu de documents, que ces montants n'ont pas entièrement pris la direction du Trésor public. Nous avons des documents qui prouvent que, en tout cas, il y a des noms sur ces documents-là, des listes. Beaucoup de noms. Des gens ont... C'est incroyable. C'est-à-dire, on a reparti les fonds publics. On a saucissonné. Hein. Exactement. Oui. C'est-à-dire, oui, toi, voici, tu as 80%, de 10%, 5%. C'est l'argent, c'est notre argent. Je vais en parler. Ils vont nous dire pourquoi ils ont fait ce partage. Est-ce qu'il faut dire que tous les ministres du commerce. Mais c'est pourquoi je préfère qu'on ne rentre pas encore dans tous les détails. Le temps pour moi de mettre ça de façon chronologique
et de bien bombarder. Ouais. Il faut quand même rappeler que l'enquête va remonter jusque loin jusqu'en période de la transition. Bien sûr, on va rappeler l'historique. La période Sandé. On va rappeler l'historique de cette formalité-là, parce que ça permet quand même à un pays normal de connaître un peu sa balance commerciale. On joue avec ici. Donc on va parler de l'historique jusqu'à l'aboutissement aujourd'hui. Et il faudrait qu'on en parle, sinon on devient des spectateurs silencieux et donc on cautionne un peu ce qui s'est passé. Et je ne suis pas prêt à le faire. Bien. Donc c'était un avant-goût de cette enquête à venir la semaine prochaine sur la DDI, DDE. Beaucoup de magouilles de ce côté et avec des ramifications au commerce, au ministère des Finances. Un dossier donc que Moussa Moïse tient dans cette émission. On va marquer une pause pour nos obligations commerciales. On revient. Toute l'équipe revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.